Bonjour et bienvenue sur les antennes de France 24 et de Radio France Internationale. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, et notre invité est le président de la République du Bénin, M. Patrice Talon. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, M. Perelman. Avec moi pour vous interviewer, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur le Président, le 11 avril, vous avez été réélu pour un second mandat de 5 ans avec un score de plus de 86% dès le premier tour. Alors vous aviez face à vous deux candidats peu connus, au point qu'on a évoqué une élection courue d'avance. En effet, les résultats de cette élection donnent bien l'impression qu'en face, les candidats n'étaient pas peut-être à la hauteur. Mais je crois que c'est une mauvaise lecture. Et vous savez, le Bénin vient de loin. Et quand un pays, en si peu de temps, s'est étonné lui-même et a pu étonner même le monde par ses prouesses, cela peut donner aux uns aux autres, notamment dans le pays, le sentiment que ça y est, quelque chose se passe et qu'il faudrait que ça continue. Vous savez, souvent quand un régime, un président est décrié, comme on l'entend un peu partout, les électeurs peuvent voter contre, quel que soit celui qui est en face. Donc ce n'est pas toujours en fonction de celui qui est en face que les électeurs expriment leur choix. Parfois, ça peut être un vote sanction. Là, c'est un vote d'adhésion pour vous? Pour moi, c'est un vote d'adhésion. Alors tout de même, il y a quand même un autre chiffre qui est frappant, c'est qu'il n'y a que 50% de participation. Il y a donc un électeur sur deux qui n'est pas allé voter, alors que lors de votre première élection, il y a 5 ans, le taux de participation avait approché les 65%. C'est un net recul. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu le même engouement tout de même. Oui, c'est bien la preuve que quelque chose se passe. Vous savez, ce pays, pendant longtemps, a souffert de sa classe politique, a souffert de l'environnement politique des élections, de sorte que les élections sont devenues quelque chose, un machin, qui permet aux électeurs d'avoir présent à tout va des candidats. On a l'habitude d'avoir une trentaine, quarantaine de candidatures, de candidats aux élections présidentielles. Comme je viens de le dire, l'argent circule. Nous avons atteint un niveau de démocratie admirable selon ceux qui nous observent, mais catastrophique selon les constats de développement que l'on peut observer au Bénin. Donc, un environnement politique, électoral, qui n'avait rien à voir avec ce que une élection est censée produire. Faire élire des personnes susceptibles d'apporter du développement, de l'épanouissement, du bien-être au pays entier et à chacun. Alors, quand on entame une réforme qui doit corriger nos travers, avec ses inconvénients, dont on a bien vu les effets, il faut admettre que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut retrouver des niveaux de participation qui n'avaient rien à voir avec une véritable adhésion à des programmes ou à un processus électoral conséquent. Mais vous devez être déçu quand même par ce fort taux d'abstention. Nous avons, il faut l'avouer, participé à ces élections, en tout cas les 3 candidats en liste, les 3 duos en liste, dans un environnement assez mauvais, de menaces, de violences, d'intoxication. C'est l'une des premières élections au Bénin, c'est la première élection au Bénin depuis le renouveau démocratique, où l'argent n'a pas été le principal élément d'attrait pour les électeurs. Quand on met tout ça bout à bout, on peut comprendre qu'environ 10% des électeurs n'aient pas participé au vote par rapport à nos habitudes. Alors, quand on a quand même 50%, plus de 50%, presque 51% des électeurs qui sont déplacés, alors même que, pour certains, la dynamique est si belle, ce qui se passe est si bien qu'il faut impérativement que ça continue. Et que pour certains, il n'y a pas de raison que les électeurs n'apportent pas leur soutien au candidat Patrice Talon. Vous comprenez? Tout cela, mis ensemble, a pu contribuer à dégrader le taux de participation. Et 50%, pour moi, c'est satisfaisant.
dans ces conditions. Alors, il y a quand même quelque chose qui pose problème, c'est qu'à l'exception de l'ancien président Thomas Boniaï, tous vos principaux opposants sont soit en exil pour échapper à la prison, soit derrière les barreaux. Ici, au Bénin, on a l'impression que vous avez cherché à faire le vide autour de vous. Et que répondez-vous à ceux qui disent que, à cause de vous, la démocratie est en recul au Bénin? Qui sont les principaux adversaires candidats qui sont derrière les barreaux à la veille des élections? Vous en connaissez? Derrière les barreaux? Oui. Moi, je n'en connais pas. Il y a des gens qui ont été qui sont appelés à rendre compte de leur gestion parce que nous sommes dans un pays d'impunité totale depuis si longtemps que quand on décide que la chose change, les gens ne veulent pas répondre de ce qu'ils ont fait, qui sont partis par eux-mêmes en exil, qui ont refusé de répondre à la justice. Mais sinon, moi, je ne connais pas un acteur majeur de la politique derrière les barreaux avant les élections. Vous n'avez pas cherché à éliminer tous vos adversaires pour gagner avec 86%, pour poser la question de façon un peu plus... Je vais vous dire ce qui se passe au Bénin, et si vous n'avez pas une certaine connaissance de la situation, vous pouvez faire une mauvaise lecture. Monsieur Babouvier, vous connaissez le Bénin depuis si longtemps, n'est-ce pas? En tout cas, je crois que vous étiez au Bénin quand il y a eu la conférence des forces vives de la nation, à la suite de laquelle nous avons entrepris donc, notre processus démocratique. Et on peut constater aujourd'hui que plus de 60 ans après nos indépendances, plus de 30 ans après le renouveau démocratique, dans notre processus donc, de démocratie, de compétition électorale libre et démocratique, on peut constater que le Bénin n'a réussi à donner aucun signe de développement, aucun signe alors. Et que l'essentiel nécessaire à la survie continue de manquer à la majorité de nos concitoyens. Moins de la moitié des Béninois avaient accès à l'eau potable en 2016, au moment où j'ai accédé à la fonction. L'électricité, n'en parlons pas. Le Bénin ne connaît de l'électricité que par épisode, et encore dans quelle qualité. Le pays n'est pas du tout couvert. Les routes et les pistes, n'en parlons pas. Le peu qui a été réalisé en 60 ans, mal réalisé, mal entretenu. Les infrastructures marchandes, sportives, culturelles et consorts, rien du tout. L'école, c'est une catastrophe. La santé, pareil. Il n'y a pas un seul domaine, un seul secteur dans lequel le Bénin a pu donner le moindre signe d'un pays qui progresse, qui se prend en charge et qui essaie de répondre aux besoins de ses concitoyens. En 2016, le constat est catastrophique. Mais cela n'est pas du fait des Béninois pris individuellement. Tout le monde sait que les Béninois sont travailleurs, sérieux, pris individuellement. Et tout le monde sait également que cet état de choses est essentiellement dû à la qualité de la gouvernance. C'est dû à nos gouvernants qui sont devenus, au fil du temps, des prédateurs de leur pays, malheureusement, à l'instar de beaucoup de pays africains. Mon pays, le Bénin, est devenu l'otage de sa classe politique, faite de toutes sortes d'individus, y compris même des trafiquants de drogue. Les partis politiques ont été créés en 2016, il y avait déjà plus de 300 partis politiques, près de 300 partis politiques. Créer un parti politique est devenu le moyen de prendre sa part du gâteau. Les partis politiques sont devenus le couteau avec lequel chacun vient prendre sa part et le préserver, et la préserver. Et dans ces conditions, on a pu observer, et ça tout le monde le sait, derrière cette façade démocratie, que le pays était coupé en morceaux, réparti entre les acteurs politiques. Moi, je l'ai constaté aussi en 2016. Pour tel parti politique, c'est telle régie financière, c'est la douane. Pour tel autre, c'est la direction des impôts. Pour tel autre, c'est telle recette douanière de telle frontière. Pour tel autre, c'est telle entreprise, c'est le port, c'est ceci. Donc, le pays était coupé en morceaux, réparti entre acteurs politiques, et c'était la règle. Un président élu qui prend fonction a l'obligation de préserver le système, afin que chacun ait sa part. À la limite, il peut faire de petits réajustements, redistribuer certaines cartes aux uns et aux autres, pour avoir la paix politique au Parlement. Et vous le savez très bien, cela caractérisait le Bénin, et ça amusait certains comme vous, que pour voter les lois, c'est des valises d'argent que le régime en place envoie au Parlement pour.
une situation burlesque qui a fini par davantage enfoncer le Bénin dans la misère. Et les acteurs politiques, forts du pillage organisé du pays, pouvaient donc à chaque élection entretenir les électeurs par des présents, des t-shirts, des sacs de riz, de l'argent. Ce qui fait que, bon, les Béninois, tous dans la misère, manquant de tout, manquant d'eau, d'électricité, de pistes rurales, de routes, d'écoles, de santé, mais se contentent du peu qu'on leur donne. 10 000 francs ici, ça dit 15 € par là, ou la moitié, pour aller voter. Et puis c'est devenu la règle, c'est devenu la belle démocratie du Bénin. Et c'est ça. Cette démocratie qui, après les réformes, a paru avoir disparu. Et c'est celle-là que les réformes ont fait disparaître. Alors, chapeau pour le Bénin. Alors, vous nous demandez qui était derrière les barreaux au moment de la présidentielle du 11 avril. Lui, il n'a été arrêté que quelques jours plus tard, le 15 avril. C'est l'universitaire Joël Aïvo. Il est accusé d'atteinte à la sûreté et de blanchiment de capitaux. Il a essayé d'être candidat, il n'a pas pu. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent le président est en train de régler son compte à quelqu'un qui a dit que la présidentielle, c'était talon contre talon et que les résultats proclamés étaient truqués? Ah bon? Pour vous, ce n'était que ça? Non, vous n'avez pas entendu que ces gens-là ont dit que l'élection n'aura jamais lieu? Vous n'avez jamais entendu cela? Pourquoi, en répétant les propos de ceux qui paraissent être victimes des réformes au Bénin, vous faites une sélection de leurs propos? Tout le monde a entendu sur les ondes, partout, qu'ils ont dit que l'élection n'aura jamais lieu, n'aura jamais lieu dans ces conditions. S'ils ne sont pas candidats, il n'y a pas élection. C'est un opposant politique. Mais alors, est-ce que dire que les élections n'auront jamais lieu et agir pour que ça n'ait jamais lieu, pour vous, est convenable? C'est-à-dire, au point de recruter des mercenaires, des chercheurs, dit-on, de les armer et amener ceux-ci à tirer sur les forces de l'ordre dont le rôle est de tenir la sécurité dans le pays, de dégager les voies qui sont barricadées et de permettre que les élections se tiennent. Alors pour vous, et ça je veux le comprendre, quand des personnes veulent imposer leur point de vue religieux par la force, par la violence, c'est du terrorisme, ce n'est pas admissible. Quand des gens veulent imposer leur compréhension de la vie ou leur intérêt ethnique dans le pays par la violence, par la terreur, ce n'est pas acceptable. Mais quand un groupe politique veut imposer ses intérêts politiques, veut défendre ses intérêts politiques, imposer sa vision des choses par la terreur, par la violence, en armant des gens, en organisant des assassinats aveugles, pour que leur décès... C'est le cas de Joël Aïvo. Mais c'est ce qui s'est passé, je ne peux pas le citer personnellement parce que... Mais on parle de lui et vous en parlez, donc c'est le cas. La justice est en train, les enquêtes sont en cours et tous ceux qui, de près ou de loin, ont été mêlés à cela sont en train d'être interpellés, d'être questionnés, afin que chacun puisse répondre de son implication dans une telle manœuvre. Et qui, que vous le savez très bien, a eu cours au Bénin en 2019, puis à nouveau maintenant, où on dit, si l'élection doit avoir lieu, disent-ils, talon contre talon, alors elle n'aura pas lieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est important de savoir ce qui s'est passé. J'étais en exil en 2015, encore, quand le Parlement précédent, la magistrature, la législature précédente, celle qui est en place, composée de ceux-là, de ceux qui étaient en charge des affaires dans le pays à l'époque, qui sont aujourd'hui pour une bonne part dans l'opposition, c'est eux qui étaient au Parlement à 100%. Au moment où cette législature, en avril-mai 2015, s'installait, le président élu de l'Assemblée, dans son discours d'investiture, a fait l'état des lieux, a dit que le pays était dans une décadence grave et que la classe politique, que l'arène politique devrait être réformée si l'on veut que le Bénin, enfin, renoue avec la dignité et le développement. Ce n'était pas au pays. Donc, le leitmotiv de leur action parlementaire devrait être la réforme, les réformes nécessaires au Bénin. Je suis arrivé en 2016, j'ai été candidat, j'ai gagné les élections. J'ai pris le Parlement au mot. Et d'ailleurs, je l'ai dit aussi pendant ma campagne électorale en 2016, que élu, je m'emploierais à réformer le Bénin sur tous les plans, y compris au plan politique, parce que la situation était grave. C'était un pays de mafieux, de trafiquants de drogue, de tout
tout ce qui ne peut surtout pas permettre le développement. Donc, après mon élection, nous avons fait des rencontres en Parlement exécutif et nous avons convenu que les réformes doivent être opérées. Principalement la réforme politique. Parce qu'il y avait 300 partis politiques environ, comme je viens de vous le dire, et que chaque parti politique était l'interlocuteur de l'État, de l'exécutif, faisait le chantage qu'il faut pour que chacun tienne sa part du pays. La réforme qui a été mise en œuvre, elle était très simple, hein, parce qu'on ne peut pas changer les acteurs politiques béninois contre les acteurs politiques français, belges, canadiens, américains, chinois. Non. Nous sommes des Béninois, nous allons faire avec nos travers les mutations nécessaires. Je vais finir. Et la réforme, avec nous-mêmes, malgré nos travers, puisque dans tous les cas, il ne faut pas croiser les bras, il faut faire quelque chose. La réforme consistait tout simplement à dire, tout le monde peut faire la politique, ce qu'ils veulent, mais on ne permettra plus que le modèle électoral permette que chacun étant maître dans son quartier, dans son village, tenant ses parents, crée un parti, utilise son parti politique pour siéger au Parlement. Il ne faut pas oublier que 83 députés que compte notre Parlement en 2015, les 83 députés provenaient de presque de 42 partis politiques différents qui, à l'occasion des élections, se regroupent en alliance ou en coalition électorale. Donc, ce qu'il fallait faire pour inhiber, pour réduire la nuisance individuelle, c'était contraindre les gens à se mettre dans des grands partis politiques pour aller aux élections. Donc, la première réforme, le premier aspect de la réforme était que les coalitions ne sont plus admises à aller aux élections. Si vous êtes un parti politique, vous voulez aller aux élections, vous allez aux élections tout seul. N'importe quel parti politique. Mais à condition aussi que les partis aient une envergure nationale, c'est-à-dire aient des adhérents un peu partout dans le pays. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Je viens. Deuxième élément de la réforme, si on va aux élections, le parti politique qui n'a pas atteint 10%, qui n'a pas collecté 10% de suffrages exprimés au plan national, même si dans une localité, dans un quartier, dans une circonscription, ce parti est fort et devrait enlever un député, s'il n'a pas 10% au plan national, il n'enlève pas ce député. Donc c'est un seuil de représentativité qui existe ailleurs. En France, chez vous, cela existe pour les élections européennes, où je crois que le seuil de représentativité est de 5%. Au Bénin, on l'a placé à 10% pour qu'il commence à avoir de grands ensembles afin que le Parlement dispose de courants politiques cohérents d'une certaine taille et que les discussions soient des discussions d'ordre politique et programmatique. Je finis. Soyez patients. Je vais vous répéter cela pour que vous l'entendiez bien. Les deux choses qui ont été prescrites par la réforme, c'est un, que seuls les partis politiques vont aux élections et non les coalitions de partis. Deux, tout parti politique qui va aux élections et qui n'a pas obtenu 10% de suffrage au plan national ne peut enlever aucun siège. C'est tout. Et ceux qui l'ont voté, qui étaient au Parlement en ce moment, dont certains sont à l'opposition aujourd'hui, au moment de la mise en œuvre, la loi a voté, promulguée. Un an après, un an et demi après, nous voilà aux élections 2019, parce qu'ils ont voté ça en 2018. Ils sont arrivés en 2015. C'est 4 ans, le Parlement a ici un mandat de 4 ans. Ils sont arrivés en 2015, je suis arrivé moi en 2016. Et en 2017-18, cette réforme a été votée au Parlement. À la fin du mandat du Parlement, c'est-à-dire en 2019, il faut aller aux élections pour le renouvellement du Parlement. Alors ceux qui ont réussi à se mettre ensemble pour créer de grands ensembles, pour aller aux élections tout seuls en tant que parti politique, certains qu'ils ont la taille suffisante pour avoir 10%, ils ont dit, OK, on y va avec ces règles. Ceux qui n'ont pas réussi à se mettre ensemble, qui, toujours mus par leur intérêt personnel et divisés entre eux, parce que qui va être chef, qui va être président, qui ne va pas être président, qui n'ont pas réussi, on dit, la loi qu'on a votée, que nous-mêmes nous avons votée, eux-mêmes je veux dire, il faut la remettre dans le tiroir. Elle n'est pas applicable parce qu'elle ne permet pas à tout le monde de pouvoir enlever un siège. Donc ils ont remis en cause leur propre réforme qu'ils ont votée et m'ont demandé à moi de revenir sur, de faire une assise et de revenir là-dessus. Je dis, mais vous savez que c'est utile pour le pays. C'est utile pour nous discipliner, nous tous. C'est utile pour avoir un Parlement sérieux. Et moi, j'ai refusé de m'engager
dans un processus d'abrogation de cette disposition de la réforme. Et ils ont refusé d'aller aux élections. Ils ne sont pas allés aux élections en 2019. Et ils ont engagé une épreuve de force dans la rue en brûlant des maisons, en brûlant des édifices publics et privés, et en organisant vraiment une rébellion armée en 2019. Il y a eu des tirs sur les policiers, il y a eu des ripostes qui ont engendré des morts parmi les manifestants de violence. Et cette situation qu'on a connue en 2019, qui est de leur fait exclusif, n'a pas empêché les élections. Nous sommes allés aux élections et un Parlement a été élu. Ceux qui ont accepté d'aller dans la réforme sont ceux qu'on appelle les pro-talons. Du coup, nous avons eu un Parlement qui, de toute évidence, paraît monocolore parce que c'est ceux qui ont accepté la réforme qu'eux-mêmes ils ont votée. Et ceux qui n'ont pas accepté de se soumettre à leur propre loi deviennent des opposants dits radicaux. Et on dit, mais c'est du fait de qui? Si les partis qui sont allés aux élections, qui ont accepté d'y aller avec les réformes, sont sortis et sont les seuls à avoir eu des députés, c'est la faute de qui? Ça a continué. Ce Parlement qui a été installé en 2019, il est légitime et légal. Il a continué à opérer, voter des lois pour renforcer la réforme, dont une qui est arrivée donc après, donc une disposition qui est le parrainage. Le parrainage a été instauré pour permettre que les candidats aux élections présidentielles, ceux qui sont des potentiels dirigeants présidents de la République, relèvent d'un parti politique, d'un grand ensemble politique. Que quelqu'un ne vienne pas, comme c'est l'habitude au Bénin, venir avec des valises d'argent, que l'argent provienne de la drogue, du crime, de la corruption ou pas, vienne de nulle part, acheter les électeurs comme nous avons l'habitude dans le pays, ils deviennent présidents. Donc, on a voulu, la classe politique, que le parrainage soit un moyen pour les partis politiques de porter des candidats et de répondre de leur capacité, de leur moralité. Ils ont dit, parrainage jamais. Le parrainage, ça existe dans d'autres pays. Le BN n'a pas inventé le parrainage. Ils disent, ils n'iront jamais aux élections avec le parrainage. Monsieur Aïvo, de vous parler, parlons-en. Et même plus que ça, Rekia Madougou, je sais que vous allez en venir, voilà. Ils sont dans aucun parti politique, n'ont pas de parti politique. Et pourtant, depuis 3 ans, la réforme au Bénin, c'est que ceux qui veulent faire la politique s'engagent dans des partis politiques et que ce soit les partis politiques qui animent la vie politique et qui portent les candidats. Ils n'ont aucun parti politique. À la veille des élections, les démocrates, qui s'apparentent, qui s'affichent comme étant le parti politique radical, opposant radical, qui a un président qui s'appelle M. Éric Roudete, qui fut vice-président de l'Assemblée nationale. Ce monsieur qui est le président du parti, à qui les députés, les maires et consorts ont promis qu'il aura le parrainage. D'ailleurs, vous savez qu'en France, Le Pen, le Front National, a toujours participé aux élections présidentielles, mais ils n'ont jamais en leur propre sein le nombre de maires nécessaires pour les parrainer. Mais d'autres maires parrainent pour que la compétition soit belle, pour que tous les courants participent aux élections. Donc, d'autres courants politiques ont dit on va parrainer tous les candidats des autres partis politiques sans problème, en attendant qu'eux-mêmes, ils aient leur propre maire, leur propre député, et qu'ils reviennent dans l'arène avec les nouvelles règles. Ce parti a reçu la confirmation des maires et des députés du pays qui recevront le parrainage nécessaire. Une dame débarque, qui n'est pas membre du parti, avec des valises d'argent, avec des sponsors, des chefs d'État de pays voisins, avec des opérateurs économiques et consorts. Écoutez-moi bien. Je veux préciser pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il s'agit de Rekia Madougou, qui voulait être candidate, qui a été retoquée. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle n'a pas été retoquée. L'information n'est pas juste. Elle n'a pas pu se présenter. Pourquoi? Je finis juste. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle est poursuivie, je cite, pour financement du terrorisme. Donc c'est un terme grave. Est-ce que ça veut dire qu'elle a fomenté des attentats au Bénin? C'est quand même une accusation extrêmement grave, extrêmement rare. Les mots comptent. Terrorisme. Nous en arrivons, on y vient. Ces personnes débarquent et veulent être candidats au titre des démocrates.
l'esprit de la réforme dans le pays, qui est que désormais ce sont les grands ensembles, les grands partis politiques qui portent les candidats, sa candidature n'est pas conforme aux réformes qui sont en place. Donc c'est naturellement, et ça je peux le dire, hein, et mon avis est cela aussi, c'est naturellement, que députés, maires et consorts, tout le monde dit, mais non, nous voulons bien parrainer le Parti démocrate avec les membres, mais si c'est des gens qui viennent pour réinstaurer ce que nous dénonçons depuis 20, 30, 40 ans, mais non. Donc, ils n'ont pas eu le parrainage qu'ils ont sollicité, ces gens-là. Je viens. À la limite, je comprends que ça peut être décevant, que les parrainages n'ont pas été donnés à tout le monde. Mais la règle, le parrainage qui a été instauré, qui existe dans d'autres pays du monde, deuxièmement, que eux-mêmes parfois ils ont promu à Ivor, dans des tribunes publiées des années avant, à préconiser le parrainage. Donc, le système, le modèle politique en place, les lois qui ont été votées légalement et légitimement, qui ont prescrit cette disposition de candidature, ils ne les remplissaient pas. Donc, ils ne disposaient pas des parrainages nécessaires, requis. Ils disent, on va aux élections. Ils déposent leur dossier sans parrainage. Mais c'est tout à fait évident. Si quelqu'un en France dépose une candidature sans les parrainages requis pour être prendre la République française, puisqu'en France, il faut être parrainé également. Si quelqu'un dépose sa candidature, vous direz, vous employez le mot rétoquer. Est-ce que c'est ce mot que vous allez utiliser pour dire que le dossier qui a été déposé n'est pas conforme aux prescriptions? Alors, utilisez dans tout ce qui se fait au Bénin et qui n'est pas insolite, qui se fait aussi ailleurs, veuillez avoir les mêmes compréhensions, utiliser les mêmes expressions, les mêmes termes pour les qualifier. Alors, on parle de termes. Financement de terrorisme. Rekia Madougou a-t-elle fomenté, oui ou non, des attentats au Bénin? Parce que le terrorisme, on parle d'attentats, Monsieur le Président. Ces gens-là, on dit, après que les dossiers aient été constatés non conformes, disent que l'élection n'aura pas lieu sans eux. Qu'ils empêcheront par tous les moyens. Ils l'ont dit publiquement, dans des conférences de presse, dans leur... Bon, qui les dit? C'est pas grave. Voilà. Mais qu'ils aient agi pour. Là, ça devient sérieux. Alors, quand des manifestations avec violence ont lieu, que quand on demande à des gens de procéder à des assassinats aveugles pour que le pays s'enflamme, pour qu'on observe ce qui s'est passé au Burkina, au Mali, un peu partout, parce que comme il y a des insurrections qui ont eu lieu en Afrique, et que ces insurrections ont parfois amené des régimes à être balayés, c'est le cas, et le cas du Mali a été cité, le cas du Burkina a été cité. Il faut que le Bénin s'enflamme, il faut qu'il y ait de l'insurrection. Et s'il y a des morts un peu partout, le pays s'enflamme, des violences partout, le pays va s'enflammer, il y aura une insurrection, et le président, le régime en place va devoir tomber, il y aura assise nationale, il y aura réconciliation, il y aura tout ce qu'on veut. Donc, pour à leur fin politique, ils ont planifié, recruté des gens et mandaté des jeunes, des badauds, pour brûler le pays et surtout pour tuer, pour faire des assassinats aveugles. Vous avez des preuves de ça? S'ils ont été interpellés, c'est parce qu'il y a des preuves. Ou c'est des ennemis politiques, peut-être? Écoutez, vous m'avez posé une question. Je vous dis que quelqu'un qui a commandité des choses du genre et dont les preuves ont été trouvées et que les personnes ont été interpellées, pour vous, est-ce que c'est parce que cette personne a une cassette politique, a voulu être candidat et qu'à défaut de l'être, elle demande qu'il y ait des actes de violence, de tuerie qui provoqueraient une insurrection, qui provoqueraient donc un chaos et qu'en ce moment, il y aura une transition politique? Est-ce que ce acte-là, pour vous, ne doit pas être, ne doit pas intéresser la justice, ne doit pas être celui qui l'a posé, ne doit pas être interpellé et en répondre? Mais je vous ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un veut défendre une cause religieuse, pas de telle pratique, c'est du terrorisme. Quand quelqu'un veut défendre une cause ethnique, pas une telle pratique, c'est du terrorisme. Quand on veut défendre également une cause politique, pas de telle pratique, il n'y a pas d'autre qualification dans le code pénal que le terrorisme. Et c'est cela, ce qui s'est passé. Et des gens ont été recrutés, ont tiré sur les militaires. Des gens ont été recrutés pour organiser des assassinats publics, aveugles. Alors, vous parlez de la justice béninoise, Monsieur le Président. Il se trouve que
le magistrat Essoé Bataboussi, qui est l'un des juges chargés du dossier de Mme Rekia Madougou et qui est aujourd'hui en fuite à l'étranger, a affirmé sur RFI que le dossier contre Mme Madougou était vide et que c'est l'exécutif qui avait dicté la décision d'incarcérer cette dame. Monsieur Babouvier, quand il y a des manœuvres du genre où des personnes sont capables d'amener de l'argent dans l'arène politique pour organiser des troubles, des assassinats, est-ce qu'il est difficile de débaucher un juge, de trouver n'importe qui, un ministre, un juge, une telle personnalité, pour, à leur cause, moyennant? Est-ce que c'est quelque chose qui ne se fait pas ailleurs? Ça vous étonne, ça? Ce même juge dont on parle, je ne sais pas si vous l'avez appris, sa maison, quand les violences ont commencé et que les chasseurs ont été recrutés au Bénin, dans les pays voisins, armés, 17 de ces gens-là ont été découverts à son domicile. Et les images existent, où ça a été publié, où on a pris des gens armés dans son domicile. Alors, est-ce que c'est parce que, déçu par le fonctionnement d'Acriet, où il était, il a démissionné, il est parti, il est devenu un rebelle armé en emmenant des mercenaires, ou bien il a été enrôlé dans une cause qui l'a amené à démissionner, à faire des déclarations mensongères. Et puis, la suite est ce qu'on a vu à son domicile. Donc, vous savez, dans ce domaine, autant on peut soupçonner un régime de faire de la manipulation, parce que ça, je vous le concède. Parce que ce qui se passe est tellement incroyable, invraisemblable, que l'interpellation est légitime. Je vous comprends et je comprends ceux qui disent « Qu'est-ce qui se passe au Bénin de curieux ?» On interpelle autant de personnes, autant de responsables politiques, pour des actes du genre, des choses que le Bénin n'a jamais connues. Mais est-ce que c'est parce que c'est pareil invraisemblable, que ces choses-là n'existaient pas avant, et que les réformes qui sont arrivées ont occasionné ces mécontentements, ont occasionné ces actions de défense d'intérêt, et que les gens ont agi, que nous devons dire non, 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 c'est un cauchemar, on s'est réveillé, le pays est calme désormais, donc on ne va pas les interpeller, on ne va pas, personne ne répondra de ce qu'il a fait, juste parce que, ah non, c'est trop bizarre, c'est trop curieux, c'est trop invraisemblable. Moi-même, je suis étonné par ce qui se passe. Je trouve que ce n'est pas admissible, ce n'est pas mon pays, ce n'est pas normal. Mais pour que ça ne continue pas, pour que ça ne devienne pas quelque chose de récurrent au Bénin, parce que ça a commencé en 2019, ça s'est passé cette année. Si dans 2 ans, dans 3 ans, à la prochaine élection, on ne veut pas que ça se répète, il faut que ceux qui ont été mêlés à ça, quels qu'ils soient, qui qu'ils soient, qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Monsieur le Président, vous avez tout à l'heure, au détour d'une phrase, dit quelque chose que votre ministre de la Justice avait aussi dit. Il avait affirmé, à la suite des déclarations de ce juge, qu'il y avait de l'argent qui venait de pays voisins. Oui. Vous l'avez déclaré à propos de Rekia Madougou. On va appeler un chat un chat. Oui. Elle est connue comme conseillère du président du Togo, par exemple. Oui. Est-ce que vous voulez dire par là que son action violente, telle que vous la décrivez, a été financée par des chefs d'État voisins et, par exemple, par le chef d'État du Togo? Vous convenez bien avec moi qu'il ne serait pas bien que je cite des noms. Mais vous avez parlé de chefs d'État tout à l'heure. Cela suffit. Des hommes d'affaires, des autorités, des chefs d'État, de pays voisins. Et je sais de quoi je parle, mais il n'est pas... Non, attendez, parce que c'est quand même très, très, très important. Vous dites que des chefs d'État de pays voisins ont participé à une opération de déstabilisation du Bénin. Ça, c'est vous qui dites, moi, je n'ai pas dit ça. Ben, vous dites... Est-ce que quand des autorités étrangères, même des chefs d'État, appuient un candidat, financent même, éventuellement même un candidat, est-ce que leur implication va jusqu'aux actes criminels que ceux-ci pourraient commettre? Elle était financée par des chefs d'État étrangers. C'est 2 choses différentes. Elle était financée par des chefs d'État étrangers. Si vous soutenez un candidat politique qui, pour vous, peut-être peut faire une affaire quelque part, et que cette personne dérape et va commettre des crimes toujours au titre de sa candidature, est-ce que vous êtes responsable? Donc moi, je n'ai pas de preuve que ceux qui ont soutenu Rekia Madougou l'ont mandaté à ce point. Qui l'a soutenu, monsieur le Président? Est-ce que c'est de mon rôle, de ma fonction, de vous donner des noms? Mais des chefs d'État, on est bien d'accord. Je l'ai dit, il n'est pas nécessaire de le répéter, vous comprenez ce que vous voudrez bien. Mais ce n'est pas un secret.
Ce n'est pas un secret. Qu'elle a des soutiens, des sponsors partout. Elle s'en vante. Elle le dit, elle ne le cache pas. Alors vous dites... Et c'est d'ailleurs à ce motif qu'elle est venue évincer tous les responsables du parti des démocrates pour prendre la candidature à la présidentielle en lieu et place de ceux-ci, parce qu'elle aurait des relations, elle a de l'argent, mais elle n'a jamais été opératrice économique. Elle n'est pas héritière, à ce que je sache. Elle a eu des fonctions politiques et du jour au lendemain, elle débarque avec des milliards et puis s'en vante, l'évoque publiquement. Et puis tout le monde trouve ça normal. Quand c'est en Afrique, l'argent du crime peut venir en politique, c'est normal. Ça ne gêne personne. Et quand l'argent du crime arrive, tout ce que l'argent du crime peut continuer de faire, peut occasionner, peut engendrer, peut instiguer, qu'on sort, personne ne s'en préoccupe. Mais ce sont après les actes de reddition, quand la justice maintenant prend le relais et demande que chacun réponde de ses actes, oh là là là, c'est pas normal, c'est des acteurs politiques, on n'a pas le droit. Est-ce que tous les acteurs politiques sont exempts du péché? Est-ce qu'un acteur politique, vous ne savez pas, vous, qu'il y en a qui sont des criminels, des trafiquants de drogue, des pillards de leur pays? Vous savez très bien que même la plupart ont ces travers-là. Mais il ne faut jamais en parler. Il ne faut jamais que personne leur demande des comptes. C'est un règlement politique, du compte politique. C'est curieux. Vous dénoncez, Monsieur le Président, les violences qui ont éclaté dans votre pays, notamment entre le 6 et le 9 avril, notamment dans le centre-nord du pays. Le fait est que de nombreux Béninois ont eu l'impression de ne pas pouvoir s'exprimer dans les urnes, faute de candidats importants représentant l'opposition, et qu'ils sont descendus dans la rue pour manifester, pour protester. Vous avez regretté vivement qu'il y ait eu des blessés parmi les forces de l'ordre, mais vous n'avez pas du tout parlé des morts dans la population civile. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui combien de personnes sont décédées? Dans quelle population civile? Oui. De quoi vous parlez? De quelle population civile? Parmi vous parlez des morts, parmi les personnes parmi les assaillants, parmi ceux qui ont tiré sur les policiers. Vous avez l'identité? Parmi les populations civiles, comme à Savé, comme à Tchaourou, est-ce qu'il y a eu des populations civiles? À l'heure où nous parlons, est-ce qu'il y a eu des morts parmi les populations civiles? Avez-vous, comme vous êtes journaliste et que France Inter est représentée au Bénin par des reporters, avez-vous vu des familles qui ont présenté la dépouille mortelle de personnes que vous citez, donnent leur identité et qu'on sort? Moi, jusque maintenant, en tant qu'autorité en charge de la sécurité, de tout ce qui relève de notre bien-être ensemble, nous avons cherché à savoir qui sont ceux qui seraient éventuellement victimes des coups de feu de défense des forces de l'ordre. C'est important de savoir, même pour les enquêtes, c'est nécessaire. On n'a pas vu de déclaration de décès. Et pourtant, c'est utile pour faire la part des choses, pour savoir qui a fait quoi et qui est victime. On en parle, mais personne n'a vu. Selon plusieurs sources, Monsieur le Président. Mais moi aussi, j'ai été informé de ça. Sources hospitalières, selon le maire de Savé également, il y a eu au moins 2 morts les 8 et 9 avril dans le centre-nord de votre pays. Moi, j'ai demandé au maire, je l'ai appelé, je lui ai demandé, il m'a dit non, que lui, il n'a pas vu les corps qu'on le lui a dit. Mais lui non plus, il n'a pas vu les morts. Je lui ai posé la question. Et j'ai voulu qu'il fasse une déposition. Il n'y a pas eu de mort entre le 6 et le 9 avril? Ça a été dit, c'est bien possible. Quand vous tirez sur des policiers, des agents, et qu'eux aussi ils repliquent, c'est probable qu'il y ait des morts. Mais l'idéal, c'est qu'on sache qui est mort et dans quelles conditions. Est-ce que c'est quelqu'un qui est armé, qui est un chasseur lui-même, qui est un étranger? Qui est mort, peut-être que les gens ont intérêt à cacher leur corps. Bref. En France, il y a quelques jours, un djihadiste, entré dans un commissariat, a assassiné une policière. Il a été abattu. Vrai ou faux? Il a été abattu. Est-ce que vous vous préoccupez davantage du fait qu'il est mort, le djihadiste, ou de la mort de la policière? Qu'est-ce qui est l'information la plus préoccupante? Qu'est-ce qui est le fait le plus préoccupant? Qu'est-ce qui est dénoncé? Est-ce que c'est le fait que le terroriste ait été abattu ou le fait que le terroriste ait agressé un policier jusqu'à lui donner la mort? Vous m'étonnez. Vous m'étonnez, je viens. Vous m'étonnez parce que pour les mêmes, écoutez-moi, pour les mêmes choses, les mêmes faits, en attendant même que la justice établisse la réalité des choses et surtout les responsabilités, restez tout au moins dans l'information générale.
Et vous savez très bien, ils ont vu à l'hôpital tous les blessés militaires qu'il a eu. Ceux-ci n'auraient pas été protégés par des casques et des gilets pare-balles. On aurait eu beaucoup de morts parmi eux. Donc vous sous-entendez que si morts il y a eu, c'était des assaillants armés et non pas des civils qui manifestaient. Mais il n'y a eu aucun coup de feu sur des manifestants, nulle part. Il n'y a eu C'est pas aucun... ce qu'on a dit. Les forces de l'ordre ont répliqué, vous l'avez dit. Mais où? À Savet. Pas sur des manifestants. Il n'y a eu aucune manifestation. Vous en êtes sûr? Vous en êtes sûr? Mais je vous le dis, si vous avez su, dites-le moi. Vous êtes le président. Monsieur Perelman, en 2018, vous avez vu des images de manifestants pourchassés parfois par des policiers avec des matraques et des gaz lacrymogènes. On l'a vu en 2019. Montrez-moi une seule image en 2020, un reportage de n'importe quoi, puisque vos gens étaient à Cotonou, ils ont sillonné le pays entier. Je n'ai pas vu une seule image de manifestants à Savet, à Tchaourou et à Banté, poursuivis par les policiers sur lesquels, je vais finir, sur lesquels il y a eu des tirs. Les seuls tirs qu'il y a eu sur l'axe Cotonou-Parakou via Tchaourou, vous savez, ou l'axe Cotonou-Djougou via Banté, les seuls tirs qu'il y a eu, c'est les tirs que les forces de défense ont eu à faire pendant qu'ils dégageaient la voie et qu'on leur tirait dessus. Il n'y a eu aucun tir de sommation ni de réplique à l'occasion de manifestations là en 2021 pendant les élections. Il n'y en a pas eu. Monsieur le Président. Alors, si vous en avez, dites-moi, donnez-moi, demandez à vos collaborateurs à vous, parce que vous êtes de le mieux nous informé. montrer des images, de nous montrer des reportages dans lesquels on a vu des manifestants pourchassés par... il n'y en a pas eu. Alors, votre ministre de l'Intérieur, suite à ça, a accusé, je le cite, certains acteurs politiques d'avoir planifié un vaste plan de déstabilisation visant à vous chasser du pouvoir et installer un gouvernement de transition. Donc, en gros, il a affirmé qu'un coup d'État était en marche à l'occasion de ces violences. Mais un coup d'État, ce sont les militaires qui prennent le pouvoir. Ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Sa langue a fourché ou est-ce qu'il y a eu une tentative de coup d'État? Sûrement, maintenant. Il a dit coup d'État ou il a dit atteinte à la sûreté de l'État? Il a dit quoi exactement? Il a utilisé quel mot? Il a dit déstabilisation ou bien atteinte à la sécurité de l'État? A-t-il dit coup d'État? Il a parlé visant à vous chasser du pouvoir, installer un gouvernement de transition. Mais chasser du si pouvoir, ça, ce n'est pas un coup d'État... Chasser du pouvoir, il y a plusieurs moyens de chasser du pouvoir. Il y a plusieurs moyens de chasser quelqu'un du pouvoir. Quand on renverse un président légitimement élu, c'est quoi? C'est un coup d'État. Toujours est-il qu'effectivement, on a découvert dans les enquêtes et dans les rapports d'audition que des gens ont affirmé, avoué qu'ils ont été entrepris pour organiser des actes devant chasser le président. Mais monsieur Babouvi et monsieur Perelman, ils n'ont pas caché. C'est ce mot donc, que vous employez vous-même. Il faut que Talon quitte le pouvoir, notamment le 6 avril. Ils l'ont dit sur vos chaînes, ils l'ont dit dans les médias, ils l'ont écrit, ils l'ont dit sur Facebook, ils ne l'ont pas caché. Talon doit quitter le pouvoir le 6 avril. Ce n'est pas la même chose qui dire doit quitter et le faire quitter de force. On est d'accord. Mais s'ils l'ont dit et qu'ils ont programmé des actions pour le faire et qu'on a des preuves, vous ne voulez pas que la justice les interroge là-dessus. Qu'est-ce que vous reprochez à la justice? Le fait de faire des enquêtes? Non. Qu'est-ce qui vous gêne? Avoir des preuves. Quand on parle de coup d'État, il faut quand même avoir des preuves solides. Mais j'imagine que si vous le dites, il doit y en avoir. Non. Si il a dit que les gens ont planifié de déstabiliser le pays, de faire partir le régime en place par la violence, attendez que les responsabilités soient situées et que les preuves soient exhibées. Mais pendant que l'enquête est en cours, vous êtes dans une défense curieuse. Vous dites que ce n'est pas possible. Je ne vous comprends pas. Votre ministre a ajouté que les commanditaires de ces insurgés étaient soit en prison, soit en fuite. Est-ce que vous les connaissez? Qui sont-ils? Est-ce que vous pensez par exemple... il y a certains que je connais bien. Alors allez-y. C'est pas mon rôle de vous donner les noms de ceux que ça. Vous savez, vous avez des reporters, des collaborateurs à Cotonou, ils peuvent vous donner les noms de ceux qui sont interpellés. Vous voulez que je mette à vous citer tous ceux qui sont interpellés? Les commanditaires oui. Qui seraient soit en prison, soit Mais les commanditaires, aujourd'hui, la justice a pris la main. Et il n'est pas convenable que je m'étale sur un sujet qui est déjà
dans les mains de la justice. Est-ce que vous visez votre prédécesseur, l'ancien président Boni Yayi? Et Boni, si je le vise, c'est-à-dire. Est-ce que vous l'avez dans le collimateur? Est-ce que vous pensez que c'est l'un des commanditaires de tout cela? Pourquoi je l'aurais dans mon collimateur? S'il a cherché à vous renverser, par exemple. Mais s'il est mêlé, il répondra de cela. Non, mais est-ce que vous le soupçonnez d'être mêlé dans cette affaire ou pas? Aujourd'hui, moi, je n'ai pas soupçonné quelqu'un. Ce n'est pas mon rôle de soupçonner. C'est de la police judiciaire, de la justice, d'établir ceux qui sont mêlés de près ou de loin à des actes qui ont été commis. Moi, je ne soupçonne personne. Je n'ai soupçonné personne. Ce serait trop facile. Il n'est pas de mon rôle de soupçonner quelqu'un. Si Boni Yayi, ancien président, est responsable à quelque niveau que ce soit, il en répondra. Ça, comme tout le monde. Est-ce qu'il peut revenir demain au Bénin librement sans risquer d'être arrêté? Mais personne ne l'empêche de venir au Bénin. Le Bénin n'a jamais empêché un de ses citoyens de venir au Bénin. Mais si quelqu'un est convoqué par la justice et que la personne refuse de répondre et s'exile, comment vous interprétez ça? Donc a priori, il peut revenir librement. Hein. Quand en 70, en 80, des gens ont commis des attentats en Italie. Et ont fui l'Italie, sont venus se réfugier en France. Et que la France a refusé de les extrader. Et puis, il y a eu quelques-uns qui ont été extradés par la suite. Puis maintenant, le gouvernement français décide d'extrader certains d'entre eux. Vous traitez l'Italie de pays bananière, république bananière. Vous traitez l'Italie d'envoyer en exil ces acteurs politiques. Les Brigades Rouges, ceux qui ont fait ça à l'époque, c'était une cause politique. C'était une cause politique. Pourquoi le président français décide aujourd'hui de les rapatrier, de les extrader? Pourquoi? Parce que même la cause politique ne peut pas être défendue, ne pas se défendre par la terreur. Et toutes les fois que c'est le cas, il faut que ceux qui l'ont fait en répondent impérativement. Et si la France décide aujourd'hui d'extrader 40 ans après les faits, ça veut dire que ces faits-là sont graves et qu'il faut toujours en répondre. On va revenir. C'était politique, non? C'était politique, leur revendication était politique. Vous parlez des Brigades Rouges? Oui, Brigades Rouges. Oui, mais peut-être qu'on ne peut pas comparer la situation terroriste dans l'Italie de l'époque. Ah oui, mais que ce soit ancien ou présent, ces faits-là sont reprochables. On ne doit pas, c'est pas à faire, c'est pas à promouvoir. Et c'est pour ça que ceux qui pourraient être mêlés à ce genre de choses, de près ou de loin, doivent en répondre un jour. Ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Monsieur le Président, je veux revenir aux réactions à votre élection et notamment une réaction que tout le monde a remarquée, celle du gouvernement américain. Le département d'État américain a publié un communiqué en date du 23 avril. Je vais le citer, comme ça les choses seront précises. Il affirme que les États-Unis, je cite, notent avec inquiétude les nombreuses arrestations de dirigeants politiques de l'opposition. Il rappelle l'importance de la présomption d'innocence, d'une justice transparente et apolitique, et ils ajoutent qu'ils suivent de près les actions du gouvernement du Bénin. Vous semblez donc être dans le viseur de l'administration Biden. Pas du tout. Vous trouvez que c'est un compliment qu'on vous fait quand on se dit qu'on est inquiet, qu'on vous surveille? Ce n'est pas exactement un compliment. Personne n'a surveillé le Bénin. Fut-il gouvernement américain? Personne n'a surveillé le Bénin parce que le Bénin est un pays ouvert, normal, et ce qui se passe peut intéresser Français, Américains, Béninois ou autres. Mais le mot surveiller n'a pas, et je ne pense pas que le gouvernement américain suit ce qui se passe au Bénin, c'est légitime, c'est normal. Il est inquiet. Alors, quelle est votre réaction? Autant, moi aussi, je suis ce qui s'est passé aux États-Unis, je vais suivre, je suivrai toujours. Et on a vu ce qui s'est passé au Capitole, où des gens, pour une cause politique, ont envahi le Capitole. Et il y a eu un mort, je crois. Et ceux-là aussi sont en train de répondre de cela. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que c'est normal que vous, que la France, que les États-Unis, que la Chine, que le Japon s'inquiètent de ce qui se passe au Bénin. Mais ça vous vexe quand même que les États-Unis disent ça de façon très publique. Mais non, ça ne me gêne pas du tout. Pourquoi? Parce que, je viens de vous dire, les interrogations, les inquiétudes par rapport à ce qui se passe au Bénin sont légitimes. Qu'on arrête. C'est par rapport à ce que vous faites, monsieur. Non. Ce n'est pas parce ce qui se passe. Je vais vous dire pourquoi. Qu'on arrête, qu'on interpelle des dizaines d'acteurs politiques ou des unités, quelques-uns d'acteurs politiques, c'est toujours un fait préoccupant. Quand un acteur politique, quelqu'un qui a une cassette politique est interpellé, c'est toujours préoccupant. Pourquoi? Parce que l'interpellation peut être fondée sur des faits réels, comme ça peut être également une
une manipulation politique. Et le monde entier est comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'il arrive des fois que des gens soient harcelés, poursuivis et même emprisonnés injustement parce que c'est des opposants politiques que tout acteur politique est exempt de péché. Parfois aussi, les acteurs politiques commettent des fautes. Non, mais toutes les fois donc il y a des gens qui portent la casquette politique, qui sont interpellés, ça soulève des inquiétudes légitimes. Ça soulève des interrogations, surtout quand c'est 1, 2, 3, 4, 5 personnes. C'est étonnant, c'est inquiétant. On a l'impression que c'est une dérive autoritaire, disent les États-Unis. Je trouve légitime, ils n'ont jamais dit ça. Mais c'est l'impression qu'ils donnent. Mais non, ils disent qu'ils suivent de près et tout le monde est préoccupé, y compris eux et moi-même, par une justice transparente qui ne soit pas à la solde d'une manipulation politique. C'est légitime et c'est normal. Vous aussi, n'importe qui, ce n'est pas seulement eux, que ce soit les Japonais, les Chinois ou les Européens. Tout le monde dit toujours, attention, il ne faut pas qu'on utilise la justice pour régler des comptes politiques. Et cette interrogation, elle est légitime. Cette préoccupation, elle est légitime. Maintenant, à la suite, qu'on verra si ceux qui ont été interpellés, ceux qui vont être condamnés sont condamnés parce qu'effectivement ils ont fait quelque chose avec preuve ou non. Il y en a qui seront peut-être libérés. Peut-être que tous. Peut-être que certains répondront de leur action passive ou active. Mais dans tous les cas, ce n'est pas parce que nous-mêmes on s'interroge et que la communauté internationale s'interroge que nous allons dire non, 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 on arrête, on ferme les yeux, on fait comme si rien ne s'est passé. Non, moi je ne suis pas dérangé par les interrogations, pas du tout. Alors vous dites qu'il y en a peut-être qui seront libérés. Je vais espérer que tous ceux qui ont été interpellés, parce que ce serait pour moi un objet de satisfaction de voir qu'il n'y a pas autant de gens impliqués et que les petits qui sont des exécutants, c'est malheureux. Parce que pour 100 000 francs CFA, parce qu'on a eu des preuves de paiement d'argent et qu'on sort, c'est des petites sommes pour des gens qui sont de la misère. Donc ce n'est pas vraiment ceux qui sont vraiment les plus condamnables, parce qu'on a utilisé leur misère pour les faire des actes graves. Mais je vais espérer que ce ne sera pas un grand nombre de mes concitoyens qui seraient impliqués dans ce genre de choses. Je vais l'espérer. On pense aux petits. Ce serait ma satisfaction. On pense aux petits, comme vous dites, mais on pense aussi aux figures de l'opposition qui sont soit en exil, soit en prison. Vous avez dit lors de votre discours de victoire, je m'emploierai à améliorer ma façon de diriger. Est-ce que vous êtes ouvert à un dialogue avec l'opposition, comme celle-ci vous y invite, et est-ce que vous envisagez un geste d'apaisement à l'égard notamment de ces figures de l'opposition qui sont... Je ne l'envisage point. Vous n'envisagez point le dialogue ou vous n'envisagez point l'apaisement? Le dialogue est permanent. Le dialogue en politique, le dialogue est permanent. Vous dialoguez tout le temps avec les partisans politiques, les opposants politiques pour améliorer, parce que nul n'est parfait. On a besoin de s'améliorer, on a besoin, voilà. Donc, y compris avec votre opposition? L'impunité, je n'envisage pas à nouveau de fermer les yeux ce qui passait ou bien de gracier ou d'amnistier parce que ça devient récurrent. Donc, il n'est pas envisageable qu'une fois encore, que les gens soient graciés de quelque chose qui devient récurrent. On a arrêté des gens qui ont été auteurs des actes en 2019, qui ont récidivé. Vous voulez qu'on les gracie à nouveau? Ce serait une faute. Ce serait une faute à nouveau de les gracier ou de les amnistier pour quelque chose qui devient récurrent par les mêmes personnes. Mais un jour, il ne faudra pas apaiser quand même? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par apaiser? Est-ce qu'un geste de clémence ne pourrait pas concourir à l'apaisement? Mais est-ce que pour vous, chercher l'apaisement veut dire qu'il faut continuellement gracier quelqu'un qui fait quelque chose qui répète chaque fois? Cela? Pour moi, c'est non. L'impunité est la meilleure façon d'inciter au crime. L'impunité. Il faut que chacun réponde de ses actes. Et il faut arrêter de chanter aux pays africains que vous soupçonnez chaque fois de manipulation, traiter le plus bananier, il faut arrêter de le soupçonner, de vouloir que chaque fois, la justice n'a pas de sens en Afrique. On peut ne pas faire attention à cela, on s'entend, on parle et puis ça continue avec nos travers, avec nos pagailles. Non, avec ça on ne va jamais se développer. Il ne faut pas plaider chaque fois que souhaiter voir que les pays africains
s'asseillent chaque fois pour palabrer avec leur travers, sans se corriger. La corruption, la drogue, l'incompétence et qu'on sort, c'est notre quotidien, ça peut rester comme ça indéfiniment, c'est pas bien de le penser. Et il est temps que sinon, nous allons rester indéfiniment dans la misère et nos enfants vont vous envahir indéfiniment par l'immigration clandestine. Il faut que ça cesse. Monsieur le Président, Oui. l'article 42 de la Constitution stipule que nul ne peut exercer plus de 2 mandats toute sa vie. C'est à mon initiative. À votre initiative, une réforme qui a été adoptée en 2019. Oui. Vous contrôlez le Parlement et certains vous soupçonnent de peut-être vouloir changer cette Constitution pour pouvoir, comme un certain nombre de chefs d'État de la région ou un petit peu plus loin, l'ont fait en disant finalement la Constitution c'est un bout de papier, le peuple me réclame, donc je reste. Alors est-ce que vous pouvez nous dire oui ou non, est-ce que vous allez changer cet article? Est-ce que le Bénin ne fait pas la différence depuis un moment? Quand vous observez le Bénin, vous ne voyez pas que ça se passe autrement, les choses ici? Ouais. Est-ce que cette phrase-là, quelqu'un l'a jamais mise dans une constitution? Est-ce que déjà, pourquoi vous ne reconnaissez pas déjà l'importance d'une telle phrase qui règle le problème des constitutions nouvelles, compteur à 0, 3e, 4e, 5e mandat? Ce sera ainsi. Personne ne changera cela. En tout cas, ce ne sera pas moi, ni à mon initiative. Et je ne pense pas que les Béninois le changeraient. Les Béninois tiennent beaucoup à la limitation des mandats. Et c'est pour ça que nous avons fait ça, pour éviter toute tentation de nouvelle constitution devant entraîner une remise à zéro des compteurs. Parce que ne pas le faire, ça nous a empêchés de faire même des retouches techniques à la constitution, par peur que cela ne soit évoqué par quelqu'un pour s'éterniser au pouvoir. Donc c'est votre dernier mandat? Bien sûr. Premier juré. Tout à fait. En 2026, Patrice Talon ne sera pas candidat. Monsieur Babouvier, Dieu nous prête longue vie et bonne santé pour que nous puissions ensemble constater cela. Donc c'est un engagement ferme. Il peut en être autrement. Pardon? Il ne peut en être autrement. Alors, ce discours que vous tenez depuis de nombreuses années, le développement d'abord, la démocratie, on verra plus tard. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Alors peut-être que je caricature. Vous voyez, vous êtes tellement, vous avez une telle ligne éditoriale dans votre esprit, dans votre tête, que vos lèvres vous trahissent. Le développement d'abord, et puis bon. Je n'ai jamais dit ça. Je vous défie. Si vous dites la démocratie. Je vous défie de trouver quelque part, il faut que j'ai mis le développement d'abord, la démocratie après. Jamais. Ce que vous avez dit à nos confrères de Jeune Afrique en septembre dernier, c'est la démocratie doit être au service du développement et non pas un frein. Voilà. Merci. Alors, vous le comprenez comme la démocratie alors, après? ça nous fait penser à un autre chef d'État africain. Oui. C'est le Rwandais Paul Kagame. Est-ce qu'il est votre modèle? Non, pourquoi? Il fait des choses admirables, c'est sûr. Son pays se développe, son pays lutte contre la corruption, c'est un pays qui fonctionne bien, mais chacun, comme je dis, a ses braises et ses travers. Personne n'est Dieu sur terre ici, donc autant lui, autant un autre, autant mon voisin du Togo, du Nigeria, chacun fait des choses qui sont admirables, mais chacun aussi fait des choses qui parfois peut être critiquées. Donc moi je n'ai jamais dit que Kagame était Dieu sur terre, j'ai jamais dit ça. Mais si un pays fonctionne bien, qu'il y a des choses qui vont bien, on peut le relever, on peut le dire. Autant aussi au Bénin, aussi, s'il y a des choses qui vont bien, on peut le dire. Il y a des choses qui vont moins bien, on peut le dire pour qu'on s'améliore. Je l'ai dit d'ailleurs récemment, que j'étais tout à fait disposé à écouter les critiques et puis à améliorer ma façon de faire. Alors, on note quand même que votre juge de paix, ça semble être l'économie. Les résultats macroéconomiques sont bons. Depuis mi-2020, le Bénin... Pour moi, c'est l'indicateur de tout. De tout. Le bien-être des hommes est l'indicateur de toute action publique. Alors, le Bénin est classé dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires. On a vu que les agences de notation affirment que le Bénin a une croissance importante malgré les crises, la pandémie et tout ça. Évidemment, on se pose la question du partage de cette croissance. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la croissance, oui, les chiffres sont bons, mais elle n'est pas encore assez inclusive? C'est une question que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'elle bénéficie à tous, y compris les classes les plus Est-ce que dans un pays, vous avez déjà vu, dans quel pays du monde sur cette terre, dans quel pays du monde vous avez vu que la croissance qui peut être portée par un secteur une fois, un autre secteur après, à la fois
profite à tout le monde. Vous voulez que si un acteur, les artisans travaillent dans une période beaucoup mieux et que l'action publique, l'assainissement de l'espace public, le meilleur fonctionnement des services publics, de la douane et consorts, les investissements publics, si ça permet aux uns aux autres d'exprimer leur talent, d'exprimer leur potentiel, de mieux travailler et de jouir davantage des fruits de leur labeur, vous voulez que, par exemple, celui qui, par exemple, ne fait pas grand-chose ou fait moins que celui que les fruits soient partagés. Nous sommes dans un pays libéral. Le Bénin n'est pas un pays communiste. Et ça, je vous prie de ne pas considérer que le Bénin est un pays où on prend les fruits des labeurs des uns et des autres, qu'on partage à tout le monde de manière égalitaire. Donc, c'est tout à fait normal que dans une période aussi courte, que les progrès que nous observons globalement ne puissent pas impacter pareillement tout le monde. C'est normal, ça. Mais notre espoir est que l'action publique permette que le pays se développe de jour en jour, de manière de plus en plus large. Même le mot inclusif ne veut rien dire. Il faut que chacun puisse, fort de son potentiel, de ses labeurs, puisse également progresser et que les services publics soient au service de tout le monde. L'eau, l'électricité, est-ce que c'est seulement à quelques-uns qu'on apporte l'eau? Quand vous dites que ce n'est pas inclusif, nous sommes en train d'amener l'eau à tout le monde sans distinction. Et dans 2 ans, l'eau potable. Quand? Dans 2 ans, tous les Béninois auront accès à l'eau potable. Nous sommes arrivés, nous avons fait un progrès énorme qu'on n'a jamais vu. Bientôt, dans 2 ans et demi, l'électricité sera partout au Bénin. Les routes vont partout de plus en plus, les pistes virales partout. C'est ça, c'est la manière dont notre croissance, qui profite également à l'État, qui fait que l'État a de plus en plus de recettes, investit au profit de tout le monde. Je ne pense pas que vous ayez entendu que la route est allée desservir une communauté, un ami, et que nous faisons l'effort de faire un développement équilibré. Les infrastructures, si vous êtes informé de ce qui se passe, c'est dans tout le pays que nous faisons des investissements. Ça, ce n'est pas une manière de faire profiter l'ensemble du pays de nos performances collectives. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous appelez développement inclusif? Monsieur le Président, oui. il nous reste malheureusement peu de temps, mais quand même une question importante. C'est oui. les relations entre le Bénin et le Nigeria. On a espéré la réouverture complète de la frontière entre les deux pays. C'était à la fin de l'année dernière. Mais ce n'est toujours pas complètement réouvert. Vous êtes allé voir le président Buhari, mi-janvier, pour proposer que des policiers, des douaniers du Nigeria soient stationnés peut-être sur le port de Cotonou lui-même, afin de contrôler les marchandises. Un groupe de travail a été mis sur pied. Est-ce que, comme c'est l'objectif, le système va pouvoir être mis en place dans les mois qui viennent, dès le 1er juin? Les discussions sont en cours, cela progresse. Vous savez, les administrations sont lourdes, hein, entre 2 États. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est parce qu'il y a une volonté politique des chefs d'État que du jour au lendemain, ça se met en place. Les équipes travaillent sur le sujet et nous espérons que l'intégration réelle de nos 2 pays, de nos 2 économies, sera bientôt une réalité, sachant que nous mettrons en place les voies et moyens pour prévenir, pour endiguer nos travers, notamment la contrebande. Et c'est pour ça que nous voulons que les services de douane, de police et consorts travaillent plus en harmonie et ensemble pour que ces choses-là n'empêchent plus l'intégration. Dernière petite question sur la sécurité. Le chef des services secrets français a publiquement déclaré que les chefs d'Al-Qaïda au Sahel ont conçu un projet d'extension vers les pays du Golfe de Guinée. Ces pays sont désormais des cibles, dit-il. Les terroristes financent déjà des hommes qui se disséminent en Côte d'Ivoire et au Bénin. Est-ce que vous avez constaté en effet qu'il y a des hommes armés qui viennent au Bénin? Y a-t-il eu des tentatives de pénétration, voire des tentatives d'attentat? Nous travaillons en bonne coopération avec les pays voisins, y compris même les pays qui ne sont pas voisins comme la France. Et la conjugaison de nos efforts nous laisse espérer que nous parviendrons à bout du terrorisme dans la sous-région. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Il y a eu des tentatives, Monsieur le Président. Mais nous observons les mouvements, nous voyons parfois, et nous interpellons les gens quand c'est nécessaire. Mais vous savez, quand les gens ont des parents de part et d'autre des frontières, quand les gens sont à la fois béninois, nigériens, burkinabés ou togolais, il est très difficile de pouvoir contrôler cette nébuleuse qui est en train de s'étendre en Afrique
mais nous faisons tous les efforts qu'il faut pour que le mal ne s'étende pas, effectivement, sur les pays côtiers. Un mot sur le Tchad, puisque votre homologue Idriss Déby est décédé il y a 10 jours. Un conseil militaire de transition s'est imposé, avec à la tête l'un des fils du président défunt. Comment vous analysez cela? Comme un gage de stabilité ou comme un coup d'État déguisé? Ce n'est pas de mes habitudes de me prononcer, de donner mon avis personnel, et surtout que je suis quand même en exercice, mon avis personnel sur ce qui se passe dans un pays frère et voisin. La situation est déjà si difficile là-bas que je n'ai pas à mettre de l'huile sur le feu. Donc je souhaite que les Tchadiens, les uns et les autres, puissent trouver les voies et moyens pour que la paix règne, pour que le développement ait lieu. J'ai mes braises chez moi et je ne permets d'ailleurs pas à quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe de venir me donner des leçons. Donc je n'ai pas de leçons à donner à quelqu'un et mes sentiments, je les garde pour moi, d'autant que ma fonction ne me permet pas d'exprimer mes sentiments en public et ça qui peut être parfois erroné. Et dans la présence du président Macron aux obsèques, certains y ont vu une façon de soutenir la transition militaire. Le président français a dû apprécier ses actes, ses voyages, ses actions et consorts. Ce n'est pas à moi de les juger. Qu'il soit allé aux obsèques, pourquoi pas. Le président défunt a beaucoup fait pour la sous-région en matière de terrorisme. C'est un homme que moi j'admire beaucoup pour son courage, pour sa contribution à la sécurité dans notre région. Il en a beaucoup fait. Donc aller à ses obsèques me paraît légitime. Pour tous ceux qui veulent saluer l'homme qu'il a été, les services qu'il a rendus à l'Afrique, notamment moi en tout cas ma sous-région. Donc si j'avais pu, peut-être que je serais allé aussi à ses obsèques parce qu'il le mérite bien. Maintenant, cela n'a rien à voir avec le déroulement de processus politique au Tchad. C'est des choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, Radio France Internationale et France 24.